Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture Le Surmal d'Alfred Jarry. Mêlant provocation en tout genre, grotesque et sous-entendu un peu osé, Alfred Jarry fait une sévère diatribe de la conception suivant laquelle l'amour n'est qu'une mécanique. Après ça et pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Avant de commencer ma lecture, j'aimerais remercier la régie, Serge et Antoine qui m'accompagnent ce soir et Camille Koenig. Je vous souhaite une excellente soirée et je reprends ma lecture au milieu du chapitre 5. Dans ces pensées ou dans ce rêve, je ne m'aperçus pas que par la trépidation de notre élan, le fanal était éteint, et pourtant bien visible parce que la piste était très blanche et la nuit assez claire. La même découpure falote nous menait le train à 50 mètres. Elle ne pouvait être figurée par la lumière de la locomotive jusqu'au pétrole des deux lanternes était passé depuis longtemps à surchauffer la chaudière obscure. Pourtant, il n'y a pas de fantôme. Qu'était-ce alors que cette ombre ? Corporal Gilbey ne s'était pas aperçu de l'extinction de notre fanal, sans quoi il aurait sévèrement sermonné Bob Rankle. Aussi jovial et pratique qu'à l'ordinaire, il nous encouragea par ses lazis. « Allons, enfants, rattrapez-moi ça. Ça ne tiendra pas longtemps. Nous gagnons dessus. Ça manque d'huile. Ce n'est pas une ombre, c'est un tourne-broche. » Dans le grand silence de la nuit, nous nous hâtâmes davantage. Soudain, j'entendis, je crus entendre comme des pépinements d'oiseaux, mais d'un timbre singulièrement métallique. Je ne me trompais pas. Il y avait bien un bruit, quelque part, en avant, un bruit de ferraille. Sûr de sa cause, je voulais crier, appeler le corporal, mais j'étais trop terrifiée de ma découverte. L'ombre grinçait comme une vieille girouette. Il n'y avait plus à douter du seul événement, vraiment un peu extraordinaire de la course. L'apparition du pédard. Et pourtant, jamais je ne croirais qu'un homme ou qu'un diable nous ait suivis et dépassés pendant les 10 000 miles. Surtout, considérant la tournure du personnage. Voici ce qui dut se passer. Le pédard, qui s'était laissé rattraper naturellement et se tenait à gauche presque devant la locomotive, le pédard survenant au moment où l'ombre disparut et se confondant une seconde avec elle, traversa avec une maladresse incroyable, mais une chance providentielle, pour lui et pour nous la piste devant la quintuplette. Il s'en vint buter avec sa machine apocalyptique contre le premier rail. On eût dit, ma foi, tant il zigzaguait, qu'il y avait bien 3 heures, mais guère davantage, qu'il pratiquait le cycle. Il franchit donc le premier rail perpendiculairement, au péril de ses os, eut la mine désespérée de quelqu'un qui sait bien qu'il ne viendra jamais à bout de franchir le second. Hypnotisé par la manœuvre de son guidon, les yeux sur sa roue d'avant, il n'avait pas l'air de se douter qu'il se livrait à toutes ces petites évolutions imbéciles devant un grand express emballé sur lui à plus de 300 km à l'heure. Il parut soudain frappé de quelque idée extrêmement prudente et ingénieuse, vira tout de travers à droite et partit sur le ballast droit devant lui, fuyant la locomotive. À ce moment précis, l'éperon de la machine rattrapa sa roue d'arrière. Pendant la seconde où il attendit l'écrabouillement, toute sa silhouette cocasse, jusqu'au détail des rayons de sa bicyclette, resta photographiée dans mes rétines. Puis je fermai les yeux, ne désirant point compter ces 2000 morceaux. Il portait lorgnon, n'était pas barbu si l'on veut, mais sali d'une barbe clairsemée et frisottée. Il était vêtu d'une redingote et coiffé d'un chapeau haut de forme gris de poussière. La jambe droite de son pantalon était retroussée comme s'il l'eût fait exprès afin d'avoir plus de chances de s'empêtrer dans sa chaîne. Et la jambe gauche, serrée à l'aide d'une pince de homard, ses pieds sur leurs pédales en caoutchouc, étaient chaussés de bottines à élastique. Sa machine était un corps droit à caoutchouc plein, comme n'en trouverait plus au poids de l'or. Et elle devait peser lourd, munie de garde-boue en fer avant et arrière. Bon nombre de ces rayons, des rayons directs, avaient été industrieusement remplacés par des baleines de parapluie.
dont les fourchettes, qu'on n'avait point ôtées, balaient au gré des roues en forme de 8. Surpris d'en entendre le régulier cliquetis, ainsi que le grincement des roulements usés, une bonne demi-minute après ce que je supposais devoir être la catastrophe, je rouvris les yeux et n'en pus les croire. Ne pus même pas les croire ouverts. Le pédard se prélassait toujours à gauche sur le ballast. La locomotive était tout contre lui et il n'en paraissait d'aucune manière incommodé. J'eus l'explication du prodige. La misérable brute ignorait sans doute l'arrivée par derrière du grand rapide. Autrement, elle n'eût pas fait preuve d'un aussi beau sang-froid. La locomotive avait tamponné la bicyclette et la poussait maintenant par la garde-boue de la roue arrière. Quant à la chaîne, car bien entendu le ridicule et insensé personnage n'eût point été capable de mouvoir ses jambes à de telles allures. La chaîne s'était rompue net au choc, et le pédard pédalait avec jubilation avide, sans nécessiter d'ailleurs la suppression de toute transmission, lui constituant une excellente roue libre, et même folle, et s'applaudissait de sa performance qu'il attribuait sans aucun doute à ses capacités naturelles. Une lumière d'apothéose parut sur l'horizon, et le pédard en eut l'auréole le premier. C'étaient des illuminations du point terminus des 10 000 miles. J'eus l'impression de la fin d'un cauchemar. Allons, un effort, disait le corporal. À nous 5, nous pouvons bien gratter la camarade. Cette voix nette, comme un point de repère, fixe, accentue pour celui qui, souffrant du mal de mer, gît dans une couchette suspendue à la cardan, les oscillations d'un navire, cette voix du corporal me fit comprendre que j'étais ivre mort de fatigue ou de l'alcool, du perpetual motion food. J.W. Jacobs en était bien mort, et me dégrisa en même temps. Je n'avais pas rêvé pourtant. Un coureur étrange procédait la locomotive, mais il ne montait pas encore droit à caoutchouc. Mais il ne portait pas de bottines à élastique. Mais à bicyclette, ne grinçait pas. Sinon dans mes oreilles, qui bourdonnaient. Mais il n'avait pas cassé sa chaîne puisque sa bicyclette était une machine sans chaîne. Les bouts d'une ceinture lâche et noire flottaient derrière lui et caressaient l'éperon de la locomotive. C'était ce que j'avais pris pour un garde-boue et pour les pans d'une redingote. Sa culotte courte était éclatée sur les cuisses par le gonflement de ses muscles extenseurs. Sa bicyclette était un modèle de course dont je n'avais jamais vu le pareil, aux pneus microscopiques, au développement supérieur, à celui de la quintuplette. Il l'actionnait en se jouant et en effet, comme s'il eût pédalé à vide. L'homme était devant nous, je voyais sa nuque houleuse de cheveux longs, le cordon de son lorgnon, où une boucle noire de sa chevelure était rabattue en arrière par le vent de la course jusque sur ses épaules. Les muscles de ses mollets palpitaient comme 2 cœurs d'albâtre. Il y eut un mouvement sur la plateforme de la locomotive, comme s'il allait s'y passer quelque chose de grand. Arthur Go repoussa doucement Miss Elson, qui se penchait pour contempler avec amour. Semblait-il le coureur inconnu. L'ingénieur parut parlementer de façon acerbe avec Mr. Elson pour en obtenir quelques exorbitantes concessions. La voix suppliante du vieillard me parvint. « Vous n'allez pas en faire boire à la locomotive ? Ça lui ferait mal. Ce n'est pas une créature humaine. Vous n'allez pas faire crever cette bête. » Après quelques phrases rapides et inintelligibles, « Alors laissez-moi faire le sacrifice moi-même, que je ne m'en sépare qu'au dernier instant. » Le chimiste à barbe blanche soulevait dans ses mains, avec des précautions infinies, une fiole contenant ai-je appris depuis un rhum admirable qui aurait pu être son aïeul et qu'il avait réservé pour le boire seul. Il versa ce combustible ultime dans le foyer de la locomotive. L'alcool était sans doute trop admirable. La machine fit pssst et s'éteignit. C'est ainsi que la quintuplette de Perpetual Motion Food a gagné la course des 10 000 miles. Mais ni Corporal Gilbey, ni Sammy White, ni George Webb, ni Bob Rumble, ni, je pense, J.W. Jacobs dans l'autre monde, ni moi qui signe pour eux tous cette révélation, Ted Oxborough ne nous consolera jamais d'avoir trouvé, en arrivant au poteau, où personne ne nous attendait, car personne ne prévoyait une arrivée si prompte, ce poteau couronné de roses rouges, les mêmes obsédantes roses,
rouge qui avait jalonné toute la course. Personne n'a pu nous dire ce qu'était devenu le fantastique coureur. Chapitre 6. L'alibi. Le matin même, de retour à Lurens, Marcueil fit porter à un bureau de poste de Paris quelques enveloppes pneumatiques. Au docteur Batibus. Mon cher docteur, ne m'en voulez plus de mes paradoxes, l'Indien est trouvé. Aucun savant n'est plus digne que vous d'être son théophraste, ni d'occuper ce que vous appeliez l'autre jour une chaire dans le domaine de l'impossible. Donc, venez ce soir. A.M. Aux 7 grandes grues, les plus cotées de la bourse galante du jour, l'adresse du château de Lurens et l'heure de la réception griffonnée par le trait noir d'une pièce d'argent en travers d'un billet de banque, encore qu'il soit défendu d'insérer des valeurs dans les enveloppes pneumatiques. Aux intimes, mais aux hommes seulement, comme on lit sur les affiches des musées forains, aux seuls intimes célibataires ou veufs, une brève invention gravée sur un Bristol. William Elson ne fut pas informé, car si sa fille sortait sans lui, il sortait rarement sans sa fille. D'ailleurs, il était à supposer qu'il se remettait en ce moment des fatigues du voyage. Les courtisanes arrivèrent les premières, le général ensuite, puis Batibus. Qu'est-ce que cette plaisanterie furent les premiers mots du docteur. Sans avoir égard à ses hochements de tête, dubitatifs et mécontents, Marcueil lui expliqua ce qu'il attendait de lui. Il s'agissait simplement, fit Balbicius, de contrôler la tentative que ferait un Indien dans la grande salle de Lurens, de battre le record, célébré par Théophraste, entre minuit et minuit. La grande salle, où pour la circonstance était dressé un divan-lit, avait été choisie non pour sa dimension, mais parce qu'une petite pièce attenante y prenait jour par un œil de bœuf, permettant d'observer ce qui s'y passerait. En outre, procéder à toutes les constatations physiologiques qu'il jugerait nécessaires à établir l'authenticité de l'expérience. Batibus furent perplexes. « Où est l'Indien » demanda-t-il enfin. « Les femmes étaient là, déjà, dit Marcueil, mais l'Indien n'arriverait qu'au souper. D'ailleurs, on souperait de bonne heure, à 11h. » Après une courte hésitation, le docteur accepta de se prêter au singulier rôle que Marcueil lui demandait de jouer. En somme, il ne s'agissait que de jouir 24 heures de l'agréable hospitalité de Lurens. Et quant au record et à l'Indien problématique, il serait dans son réduit vitré aux premières loges pour rire de l'insuccès. Et aux premières loges aussi pour considérer, 24 heures durant et sans beaucoup de voile, dans des attitudes intéressantes, les 7 plus belles filles de Paris. Or, c'était un homme d'un grand âge. L'entrée du général fut bourrue et cordiale à son ordinaire. « Que devenez-vous, mon jeune ami, et que faites-vous de neuf ? Vous ne démolissez plus les Vespasiennes ?» Marcueil ne comprit pas tout de suite, puis se souvint. Quelle Vespasienne ? Mais ça ne s'appelle pas démolir un appareil de constater qu'il n'est pas assez solide pour résister à l'usage auquel il est destiné, mon cher. Hé hé, fit le général que Batibus mit au courant en 2 mots de l'attraction de la soirée. Espérons que les petites femmes seront assez solides. Il y en a 7, dit Marcueil. Sur quoi, le général s'empressa vers le salon. Il était 10h, et André Marcueil cherchait un prétexte à s'esquiver pour faire place à l'Indien. Le hasard, ou peut-être quelque aide préalable apportée au hasard le lui fournit. « Quelqu'un, dit un valet de chambre, demandait à parler à monsieur. » Ce quelqu'un, introduisit aussitôt dans le cabinet de travail, était un gendarme. Non point de ces gendarmes horrifiques et moustachus, contre qui Guignol a guéri notre enfance, mais un gendarme imberbe, en petite tenue, en tenue si petite qu'on aurait dit à peine un facteur, et qui roulait entre ses doigts un simple képi au lieu du tricocorne légendaire. L'honnête garçon semblait très embarrassé d'une mission délicate. « Parlez, mon ami, » lui dit Marcueil avec bonté. Et pour lui rendre cette bonté plus appréciable, il sonna pour qu'on apportât à boire. Le gendarme goûta le rhum,
en fit l'éloge avec la même obsquiosité que s'il eût glorifié celui qui l'offrait. Il désirait manifestement capter la bienveillance de Marcueil. Il commença. Le service était le service. On avait trouvé. On n'avait pas fait exprès, bien sûr. Une petite fille violée est morte depuis 6 jours sur les terres de Lurens, morte d'une façon bien peu régulière. On ne l'avait pas violée, d'abord, et assassinée ensuite, comme il est admis, mais, comment dire, violée à mort. Il s'exprimait d'une manière hésitante, mais assez correcte et sobre d'adverbes. « Il y a 6 jours ?» demanda Marcueil. La justice est lente. 6 jours, le jour de mon départ précisément, car j'ai fait un petit voyage. J'ai accompagné des amis en chemin de fer. Ils étaient en chemin de fer. Étrange excursion. Il y a eu d'autres viols encore, par une coïncidence curieuse. Exactement sur notre route. Et aussi un vol à main armée, comme par hasard. Et on ne sait comment, 2 assassinats. Mais vous disiez, un viol sur les terres de Lurens. Il fronça le sourcil et sonna de nouveau. Dites que l'on m'envoie le garde Mathieu. À peine le garde fut-il présent. Pardon, monsieur, reprit le gendarme, coupant la parole au garde particulier. Il y a bien eu en effet des pièges à feu qui ont éclaté. Même que c'est le juge de paix qui a découvert le petit cadavre en se mettant en route pour une visite de lieu. Et tout à coup, boum boum, voilà 2 coups de feu partis tout seuls, dont l'un l'a blessé grièvement à la jambe, le pauvre homme. Mathieu, je m'étais trompé, dit Marcueil. Votre vigilance ni celle de vos camarades n'était point en défaut. Vous aurez une gratification, vous pouvez vous retirer. Vous voyez, gendarme, ajouta-t-il, je fais assez bien garder mes terres pour avoir le droit de m'étonner qu'on y ait pu découvrir un crime. À quoi s'emploie donc la gendarmerie française? Excusez, monsieur, fit le gendarme, nous avons 8 communes à surveiller et nous ne sommes que 5. Je ne vous accuse pas, mon ami, condescendit Marcueil, qui libéralement lui réserva du rhum. Le service est bien dur, continua le gendarme. Ah, si j'avais su. Avant de porter l'uniforme, j'étais comme votre monsieur Mathieu, garde particulier, quelque part près de la selle Saint-Cloud. Il y en avait du gibier par là. S'il vous fait plaisir un jour d'y venir tirer au marais un héron. Je n'ai guère le loisir qu'un temps prohibé, dit Marcueil, et je n'ai jamais pensé à prendre un permis de chasse. Le gendarme but, claqua de la langue et cligna à l'œil. Le temps permis et le permis, c'est nous. Et il frappa sur ses buffletteries. Excusez-moi encore d'être venu vous enquêter pour cette petite morveuse, vous comprenez, affaire de service. Je comprends si bien, dit Marcueil, que j'ai bien fait construire un escalier spécial en l'honneur de ces affaires-là. Et faisant lever le gendarme qui écarquillait des yeux ronds, il éclaira avec le bougeoir revolver de son bureau au-dessus d'une porte cette inscription en belles lettres dorées. Escalier de service. Le gendarme, confus, chercha à essuyer ses bottes avant de descendre. Ne me remerciez pas, dit Marcueil. Ce n'est pas vous que j'honore, c'est l'uniforme. Quand vous me ferez le plaisir de revenir, ne vous trompez pas de porte. Celle qui mène à cet escalier dans la cour est surmontée de la même inscription que vous lisez. Mais ne partez pas comme cela. Les chemins ne sont pas sûrs d'après ce que vous m'avez appris. On va vous reconduire en voiture à votre gendarmerie. Et Marcueil rentra dans le salon. Il rentra juste à point pour tenir tête aux 7 filles qui avaient averti par le général de l'étrange collaboration qu'on leur demandait, se fâcher et menacer de partir. La correction froide de Marcueil les figea sur place. Et de seconds billets, bleus ressuscitèrent leur grâce et leur sourire. En quelques mots brefs, Marcueil annonça qu'une affaire urgente l'enlevait à ses hôtes. Pour quelques heures, au moins pour le souper, mais que peu importait et qu'ils étaient chez eux. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez apprécié cet extrait. Je vous retrouve très vite pour une prochaine lecture du Surmal d'Alfred Jarry. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt sur D8.